Bonjour à tous. Exceptionnellement, nous ne sommes pas en direct et nous avons dû enregistrer cette capsule. Tout reviendra en ordre dès la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, avec le docteur Amine, nous allons vous parler de la vitamine C. Alors que la plupart des mammifères sont capables de la synthétiser dans leur foie ou dans leurs reins, ça n'est donc pas une vitamine pour eux. La majorité des primates, dont l'être humain, en sont incapables. Ceci serait dû au résultat d'une mutation génétique survenue il y a 40 millions d'années, bloquant la transformation du glucose en acide ascorbique. Les animaux dépourvus de cette capacité de synthèse de la vitamine C doivent donc puiser dans leur alimentation. La vitamine C est probablement la vitamine la plus connue par tous. Elle se présente sous différentes formes dans l'alimentation malheureusement trop faible et dans la complémentation alimentaire. Alors, il est parfois difficile de s'y retrouver pour consommer le produit qui nous correspond le mieux, d'autant plus que beaucoup de laboratoires et de détaillants utilisent un marketing abusif. Amine, bonjour. Brièvement, est-ce que tu peux nous rappeler les indications de la vitamine C? Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors, la vitamine C a plusieurs fonctions métaboliques, donc je pense qu'on va les détailler un peu plus tard. Et donc, en fonction de ces fonctions métaboliques et de ces effets métaboliques, donc on peut les décliner sous forme d'indications. Donc, notamment, donc l'indication principale et absolue et la plus connue, c'est le scorbut ou même le pré-scorbut. Donc, c'est la détérioration des vaisseaux par un stress oxydatif accru et donc la détérioration plutôt des parois des vaisseaux, ce qui fait qu'on a le tableau clinique, le classique connu du scorbut, avec les saignements des gencives, etc. Donc là, c'est la première indication. Et donc, le scorbut ou même le pré-scorbut, c'est dû à une déficience ou une carence de vitamine C. Donc ça, c'est assez connu. Donc en plus de cela, on a la vitamine C qui peut être utilisée dans le cas de maladies ou pathologies bactériennes ou virales. Par exemple, ça peut être donc les différentes infections pour renforcer le système immunitaire. Ça peut être aussi utilisé dans le cas de maladies neurodégénératives aussi. Pour une raison simple, c'est que la plupart des maladies neurodégénératives ont leur donc étiologie euh, comme étant le stress oxydatif donc mitochondrial, d'origine mitochondriale. Puis on a aussi l'anémie, donc on sait que la vitamine C permet une meilleure absorption du fer oxydé, donc le fer oxydé ou le fer végétal. On avait déjà évoqué cela dans la précédente émission. Donc la vitamine C qui permet de réduire le fer oxydé en fer réduit, Fe2+, donc c'est ce qui va permettre d'améliorer son absorption. Donc, dans les cas d'anémie, la vitamine C pourrait aider à améliorer l'absorption du fer. Hein. Anémie ferriprive, bien entendu. Après, on a aussi les cas de fatigue, d'asthénie, de la fatigue chronique, etc. Donc, tout ce qui est dû à un manque de neurotransmetteurs, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter aussi. On a aussi donc, tout ce qui est en relation avec la gestion du stress, donc toute cette sphère des neurotransmetteurs. Bon, classiquement, globalement, on a aussi les maladies qui génèrent plus ou moins de stress oxydatif. Donc, la plupart des maladies inflammatoires génèrent beaucoup de stress oxydatif puisque l'inflammation est à la base, moléculairement parlant, c'est le fait de générer du stress oxydatif pour pouvoir détruire les différents pathogènes ou alors nettoyer les différents tissus. Donc ensuite, on a aussi une application potentielle aussi dans le cas du diabète aussi, type 1 ou type 2, donc principalement la résistance à l'insuline, on détaillera ça un peu plus tard aussi. Et par rapport aussi aux effets anti-âge. Donc, dans l'anti-âge aussi, on peut utiliser aussi la vitamine C, notamment dans le cas pour empêcher ou prévenir le vieillissement de la peau.
Donc ça aussi, c'est intéressant et c'est par rapport à une fonction métabolique bien précise de la vitamine C. On a aussi une autre indication qui est plus ou moins, disons, controversée, mais ça reste une indication quand même, qui est le cancer. Alors, que ce soit prévention du cancer ou même thérapeutique, donc application thérapeutique de la vitamine C. Pour les cancers, on connaît tous donc soit une prise de vitamine C à des doses des normales ou des normodoses, ou alors des mégadoses. Donc tout ça, c'est, disons, assez controversé. Il y a des études pour, il y a des études contre, mais ça reste quand même un outil thérapeutique qu'on pourrait inclure dans la stratégie thérapeutique contre le cancer, bien entendu, en prenant en considération tout ce qui est d'ordre des interactions entre donc la vitamine C et certains, je dis bien certains ou quelques médicaments utilisés en chimiothérapie où il y aurait des données qui pourrait montrer que la vitamine C pourrait interférer avec ces quelques médicaments. Mais sinon, pour le reste, donc ça fonctionne en synergie et ça permet apparemment, selon les études disponibles, ça permet de réduire les effets secondaires du traitement ou des traitements de chimiothérapie en général. Donc, on peut rajouter en plus de tout ça la détoxification. Donc ça, c'est assez connu, la détoxification. C'est dû au fait qu'on a une synergie entre le glutathion et la vitamine C. Et ça aussi, on expliquera dans les fonctions métaboliques aussi de la vitamine C. Ben justement, tu introduis le sujet. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces fonctions métaboliques? Alors, on a plusieurs fonctions métaboliques de la vitamine C. Donc, on va commencer déjà par la détoxification. Donc, la détoxification, ici, on parle de détoxification hépatique. Et bien entendu, la détoxification hépatique, elle est, on peut la regrouper en deux. C'est une voie métabolique qu'on peut regrouper en deux groupes de réactions, la phase 1 et la phase 2. Donc les réactions de la phase 1 et les réactions de la phase 2. Et au niveau des réactions de la phase 2, on a l'intervention d'une enzyme à base de glutathion qu'on appelle la GST ou glutathion S-transférase. Et donc, le glutathion, que ce soit pour son effet antioxydant ou son effet détoxifiant à travers la GST, va nécessiter, dans ce qu'on appelle en biochimie métabolique le cycle glutathion-ascorbate, va nécessiter de la vitamine C pour pouvoir être recyclé. Donc là, c'est une fonction de la vitamine C parmi d'autres, donc une fonction extrêmement importante qui couvre à la fois la détoxification, mais aussi la lutte contre le stress oxydatif. Donc, le cycle glutathion-ascorbate, c'est un cycle qui va permettre de régénérer le glutathion indépendamment des autres moyens de régénération du glutathion et indépendamment du fait que le glutathion soit un antioxydant ou que la vitamine C soit aussi un antioxydant. Donc, il y a plusieurs voies qui font que ces deux molécules-là sont des antioxydants. Et parmi ces voies-là, on a le cycle glutathion ascorbate. Donc ça, c'est une première fonction métabolique. Et puis, on peut avoir aussi, on avait parlé dans les indications de l'effet anti-âge et de prévention contre le vieillissement de la peau, notamment, mais surtout le vieillissement en général des tissus conjonctifs. Donc, on parle de la peau parce que c'est visible, on le voit, mais dans les tissus conjonctifs en général, on a l'intervention de la vitamine C comme cofacteur dans la synthèse du collagène. Donc, le collagène, c'est ce qui empêche d'avoir des rides, entre autres, et c'est ce qui garde la structure des tissus conjonctifs en bon état. Et donc, la vitamine C, elle est extrêmement importante là pour le coup, pour synthétiser le collagène. On a aussi une autre fonction métabolique aussi, qui est le fait de réduire la résistance à l'insuline ou d'améliorer la sensibilité à l'insuline, puisque la vitamine C, comme on le sait, comme tu l'as déjà un petit peu évoqué, la vitamine C, elle va permettre d'améliorer la sensibilité à l'insuline, dans le sens où la vitamine C, elle est
similaire dans sa forme moléculaire au glucose. Okay, et donc, lorsqu'on prend de la vitamine C, ça va, ça va compter comme si on avait, ça va réguler la glycémie, comme si on avait un taux de glycémie stable, comme si on avait pris une certaine quantité de glucose, alors que c'est de la vitamine C. Alors, il y a d'autres molécules qui font à peu près le même, qui ont à peu près le même mécanisme moléculaire dans ce sens-là. Mais la vitamine C, elle est très importante en ce qui concerne l'amélioration de la résistance à l'insuline, même dans le cas de diabète type 1, puisque dans le cas du diabète type 1, c'est insulino-dépendant. Donc, il faut prendre de l'insuline, mais la quantité d'insuline qu'on prend, elle est directement dépendante de la sensibilité à l'insuline. Donc, si on arrive à améliorer la sensibilité à l'insuline, on peut réduire la quantité d'insuline nécessaire. Donc, ça fonctionne à la fois dans le cas du diabète type 1 que dans le cas du diabète type 2. Mais, bien entendu, la vitamine C devrait être combinée aussi à d'autres traitements dans une stratégie thérapeutique par rapport au diabète aussi. Maintenant, par rapport aussi à sa fonction principale qui est la fonction d'antioxydant, okay, indépendamment de ce qu'on avait parlé sur le cycle du glutathion ascorbate. Donc, elle peut agir dans toutes les cellules comme antioxydant, tout simplement. Antioxydant, on avait, je pense, dans une précédente émission, parlé du stress oxydatif ou de la voie de genèse des radicaux libres. Et donc, on avait dit qu'on avait deux étapes dans la genèse des radicaux libres et dans le processus d'antioxydation. Donc, on a l'anion superoxyde qui va être dismuté par la superoxyde dismutase, une enzyme antioxydante, en peroxyde d'hydrogène. Et puis, on a ensuite la catalase et la GPX qui vont intervenir pour neutraliser le peroxyde d'hydrogène. Alors, dans cette première étape où la superoxyde dismutase va intervenir, on a aussi intervention d'autres molécules, entre autres la vitamine C. Donc, la vitamine C, elle joue le même rôle que la superoxyde dismutase qui va convertir l'anion superoxyde en peroxyde d'hydrogène. Et du coup, l'importance d'associer la vitamine C, donc lorsqu'on veut avoir un effet antioxydant, d'associer la vitamine C au glutathion. Extrêmement important, parce que si on convertit l'anion superoxyde en peroxyde d'hydrogène, grâce à la vitamine C, entre autres, eh bien, ce peroxyde d'hydrogène, il doit trouver suffisamment de GPX et de catalase pour pouvoir ensuite être détoxifié ou converti en eau et oxygène, donc neutralisé, parce que le peroxyde d'hydrogène est aussi un radical libre. C'est un radical libre intermédiaire. Et donc, il faut, quand on donne la vitamine C, il faut donner aussi ou stimuler le glutathion, un précurseur ou le glutathion tout simplement, ou un cofacteur du glutathion, essentiel, quelque chose qui permet de stimuler le glutathion. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et donc, cette fonction d'antioxydation, elle va agir dans la plupart des tissus, dans tous les tissus, absolument tous les tissus, et ça va donner des effets qu'on connaît, des effets cliniques qu'on connaît sur, par exemple, le renforcement des parois vasculaires, par exemple, d'où l'effet antiscorbut. Parce que les parois vasculaires, dans le cas de scorbut ou même de pré-scorbut, commencent à s'altérer, à se scléroser. Et donc là, il commence à y avoir des fissures à cause du stress oxydatif, puisque déjà, le stress oxydatif, il s'installe au niveau de l'endothélium vasculaire. L'endothélium vasculaire, il est très sensible au stress oxydatif, puisqu'il s'agit d'une monocouche de tissus, plutôt de cellules juxtaposées, de l'endothélium vasculaire. Et donc là, on a l'inflammation et le stress oxydatif qui sont très, très présentes dans le cas où on a beaucoup moins d'antioxydants et surtout la vitamine C. Alors ici aussi, il y a quelque chose d'extrêmement important à signaler, c'est que on peut obtenir le même effet que la vitamine C sur le scorbut,
par des polyphénols, notamment des flavonoïdes. Donc, le groupe des flavonoïdes, avec comme la quercétine par exemple, peut réduire ou faire disparaître les symptômes d'un scorbut ou d'un prescorbut de la même manière que la vitamine C. Donc, ça va dans le sens de ce que je viens d'expliquer, qu'on a besoin d'une quantité suffisante d'antioxydants, surtout des antioxydants qui agissent au niveau des endothéliums, dont la vitamine C, dont les bioflavonoïdes aussi. Okay. Et donc ça, c'est parmi disons, les rôles standards de la vitamine C qui sont extrêmement importants. Et donc, une autre déclinaison aussi de ce rôle antioxydant de la vitamine C, on le retrouve aussi dans les maladies neurodégénératives, où on a une réduction très significative du stress oxydatif. Donc, on a plusieurs études qui montrent ça dans le cas de sclérose en plaques, dans le cas de Parkinson, d'Alzheimer, donc tout ce qui est maladie neurodégénérative d'origine mitochondriale, où la mitochondrie dysfonctionne, où on a un stress oxydatif mitochondrial important, etc. Ensuite, donc pour finir avec les différentes fonctions métaboliques, on avait parlé des neurotransmetteurs, et donc là, la vitamine C est très importante comme cofacteur dans la synthèse des catécholamines, donc notamment adrénaline et noradrénaline, puisque déjà, pour avoir de l'adrénaline, là, il faut, à partir de la dopamine, il faut de la vitamine C comme cofacteur, et plutôt de la noradrénaline. Pour avoir de la noradrénaline à partir de la dopamine, il faut de la vitamine C comme cofacteur, et puis ensuite l'adrénaline. Donc, si on n'a pas assez de noradrénaline, on n'aura pas non plus assez d'adrénaline. Donc, c'est pour ça que on l'utilise aussi comme stimulant dans le cas de fatigue, dans le cas de gestion du stress, etc. Et puis, finalement, et dernièrement, on a aussi son action sur l'immunité. Donc, elle a à peu près le même rôle que le zinc, que le sélénium, par exemple. La vitamine D, c'est un peu différent. La vitamine D, ça aide à la conversion des cellules progénitrices à la différenciation plutôt des cellules progénitrices en différentes cellules qu'on connaît, les lymphocytes, les macrophages, etc. Par contre, la vitamine C, elle va intervenir plus bas, c'est-à-dire elle va intervenir dans les différentes fonctions de ces cellules-là. Par exemple, dans la phagocytose par rapport aux macrophages, dans la synthèse des anticorps, par exemple, par rapport aux lymphocytes B, etc. Donc là, c'est la vitamine C considérée comme cofacteur dans les différentes fonctions. Ce n'est pas le seul cofacteur. Il y a le zinc, sélénium, etc. Mais dans les différentes fonctions des différentes cellules du système immunitaire, la vitamine C est considérée comme cofacteur. Donc, elle a aussi cette fonction métabolique. Et il y a très probablement d'autres fonctions métaboliques qu'on ignore pour l'instant. Et merci pour ces précisions, assez riches d'ailleurs. Est-ce que justement, ben, tu me tendais la perche en parlant du glutathion et d'autres choses. Est-ce que tu peux nous parler justement des cofacteurs qui sont importants pour la vitamine C? Alors, la vitamine C, c'est parmi les molécules ou les rares molécules aux micronutriments qu'on peut prendre seul. Donc, la prise de cette molécule seule permet d'avoir différentes fonctions métaboliques. Okay, mis à part ce que j'ai expliqué sur le stress oxydatif, la lutte contre le stress oxydatif et son effet antioxydant. Donc, mais sinon, on a tout un tas de molécules qu'on peut associer à la vitamine C en fonction des besoins. Par exemple, dans le cas du stress oxydatif, comme je l'ai déjà expliqué, donc le mieux, c'est d'associer du glutathion. Alors, si on ne donne pas ou n'associe pas du glutathion ou quelque chose qui permet de stimuler le glutathion, bon, bah, c'est pas grave, le métabolisme va aller chercher le glutathion là où il est, et donc ça va faire baisser quand même la réserve de glutathion. Donc, si on a une bonne réserve, ça pose aucun problème. Si on a une réserve un peu basse ou un peu carencée, à ce moment-là, il faudra donner du glutathion ou travailler sur le glutathion. Maintenant, en plus de cela, on peut rajouter aussi une vitamine liposoluble, puisque la vitamine C est une vitamine hydrosoluble. Si on veut avoir un effet antioxydant à large spectre, à ce moment-là, donc la vitamine C, qui est une vitamine hydrosoluble qu'on retrouve dans toutes les cellules,
et donc qui va intervenir dans les différentes fonctions métaboliques, notamment contre le stress oxydatif. Mais donc on peut rajouter, pour compléter cet effet, une vitamine liposoluble, notamment la vitamine E, qui sera plutôt plus adaptée dans le cas, par exemple, d'adipocytes, par exemple, au niveau du foie, au niveau du cerveau aussi. Donc, ça complète l'effet antioxydant de la vitamine C. On peut aussi rajouter des polyphénols aussi, hein. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve dans certaines préparations, certains produits, comme par exemple l'acérola, par exemple, ou des extraits de mangue, ou des choses comme ça, donc qui sont riches en vitamine C, mais où la vitamine C se retrouve avec différentes autres molécules aussi qui fonctionnent aussi en synergie, que ce soit au niveau de l'absorption, donc de la vitamine C, donc ça aide à l'absorption, et en même temps aussi dans la fonction métabolique elle-même, puisque comme on avait donné un exemple parmi d'autres sur l'action de la vitamine C sur l'endothélium vasculaire, dans la protection de l'endothélium vasculaire, on avait dit que les flavonoïdes étaient synergiques à la vitamine C. Donc ça donnait le même effet antiscorbut que la vitamine C. Et d'ailleurs, on a des rapports scientifiques dans ce sens-là qui montrent que le scorbut, il peut être dû à une carence en vitamine C, mais il peut être dû aussi à une carence dans ces polyphénols flavonoïdes. Et ça donne exactement le même tableau clinique, on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire, et quand on a un scorbut ou un prescorbut, qu'est-ce qu'on fait? On mange des aliments, on mange beaucoup d'aliments qui sont riches en vitamine C. Mais ces aliments qui sont riches en vitamine C, ils sont aussi riches en ces flavonoïdes. Donc, qu'est-ce qui a donné l'effet? Bon, c'est très probablement une synergie des deux. Okay. Mais ce qui est certain, c'est que la vitamine C et les flavonoïdes, si on les teste sur des patients qui ont du scorbut, ben, ça fonctionne très bien. Et donc, dans ce sens-là, on a aussi le sélénium qui est un cofacteur de la GPX, donc la GPX qui va catalyser la deuxième étape de l'antioxydation. Et donc ça, c'est extrêmement important aussi, la GPX. La B3 aussi, puisque c'est un cofacteur de l'autre enzyme glutathion réductase. Donc on a GPX qui est glutathion peroxydase et on a l'autre enzyme qui termine le cycle du glutathion réductase, qui a donc la forme bioactive de la vitamine B3 qui est un cofacteur de cette glutathion réductase. Donc ensuite, on peut, comme je l'ai dit, on peut associer en fonction des cas et en fonction de ce qu'on veut. On peut associer par exemple des molécules qui ont un effet sur la résistance à l'insuline si on va utiliser la vitamine C pour réduire la résistance à l'insuline, par exemple la berbérine ou chardon-marie ou d'autres produits. Donc c'est très large, c'est-à-dire on peut associer certaines choses, mais on peut aussi prendre tout simplement de la vitamine C sans association aucune. Ok, merci. Alors, tu nous as parlé d'acérola, tu nous as parlé de vitamine C à l'ascorbate, tu nous as parlé de vitamine C liposomale. Est-ce que justement, tu peux nous parler des différentes formes de molécules, de la galénique et de la galénique de la vitamine C, et ainsi que leur niveau d'absorption? Oui, par rapport à... On va commencer par les formes moléculaires. Les Mhm. formes moléculaires, comme la plupart des molécules, on en a deux. Donc, on a la forme oxydée et la forme réduite. Donc, la forme oxydée et la forme réduite ont deux canaux d'absorption différents. Donc, la forme réduite passe par des transporteurs ou par deux transporteurs qui sont sodium dépendants, et la forme oxydée passe par deux transporteurs qui n'ont rien à voir avec ces transporteurs sodium dépendants et qui sont des transporteurs GLUT. Donc, c'est des transporteurs qui transportent aussi le glucose. On a 4 transporteurs qui transportent le glucose, ou 4 transporteurs identifiés qui transportent le glucose au niveau intestinal. Et donc, deux de ces transporteurs-là transportent aussi la vitamine C. D'où ce que j'avais expliqué auparavant sur le fait que la forme moléculaire de la vitamine C ressemble beaucoup à celle du glucose. Okay. Donc, on a deux
canaux d'absorption. Donc, pour la forme réduite, on passe par des canaux ou des transporteurs sodium dépendants. Pour la forme oxydée, on passe par des transporteurs du glucose, en gros. Et donc, dans les aliments, on retrouve ces deux formes, forme oxydée, forme réduite. La forme bioactive, c'est la forme réduite. Donc, la forme oxydée, elle ne sert qu'à donner ou à régénérer la forme ou à se régénérer en forme réduite, donc à donner la forme bioactive. Donc, une fois qu'on a compris cela, donc il nous faut une certaine quantité de sodium déjà. Donc, bon, on a une certaine quantité de sodium au niveau intestinal. C'est une quantité plus ou moins réduite parce que normalement, on est censé manger des aliments qui contiennent une certaine quantité de vitamine C, donc pas une très grosse quantité de vitamine C. Donc, on a la quantité de sodium qu'il faut dans les transporteurs sodium dépendants. Mais si maintenant on prend des dosages thérapeutiques, hein, là je parle même pour 500 mg, 1 gramme, 2 grammes, etc. Donc là, on aura besoin d'une certaine quantité de sodium pour que ça puisse passer, sauf si on a d'autres choses avec ou d'autres mécanismes d'absorption. Donc, si on passe par exemple, une forme liposomale, par exemple, ça c'est autre chose. Si on a des polyphénols avec, donc ça c'est autre chose. Donc, ça prend d'autres moyens d'absorption. Donc, voilà. Donc, ça c'est en ce qui concerne la forme oxydée et la forme réduite. Maintenant, par rapport à la galénique, on a plusieurs types. Donc, on a la forme injectable, donc la forme IV, injectable. Donc là, on a les deux formes oxydée et réduite. Donc l'ascorbate, ok, l'ascorbate, et puis la forme oxydée de l'acide ascorbique. Donc la forme oxydée, c'est la D, l'acide D ascorbique. La forme réduite, c'est l'acide L ascorbique. Okay, et donc, dans les formes injectables, on utilise le plus souvent la forme réduite. Donc, c'est la forme bioactive. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et même la forme oxydée, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle n'a pas montré cliniquement beaucoup d'intérêt. Je parle toujours de la forme galénique injectable. Donc, là, on est au top du top de ce qu'on peut apporter par rapport à la quantité de vitamine C qui peut passer dans la circulation. Donc, la forme injectable est classée au top. Maintenant, puisque ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser la forme injectable, ça obéit à un certain protocole, il faut un professionnel de la santé pour pouvoir administrer, etc., une prescription médicale. Donc, on a les autres formes maintenant. Donc, les autres formes sont principalement des formes orales. Donc, dans les formes orales, on a différentes formes. On a l'acide L-ascorbique pur, donc en poudre. On a ensuite également la forme liposomale de vitamine C. Et puis, on a également des formes naturelles qui sont issues d'extraits naturels dont l'acérola est la plus connue, puisque l'acérola, c'est le végétal qui contient le plus de vitamine C, du moins pour ce qui est connu actuellement. Et puis, on a aussi d'autres formes effervescentes. Des formes effervescentes. Alors, il y a aussi des formes en gélules, mais ça, c'est la même chose que la forme en poudre. C'est de la poudre mise dans une gélule, donc ou en comprimé aussi. Alors, en comprimé, on met aussi avec différents excipients, donc, qui sont plus ou moins toxiques. Donc, alors, l'effervescente aussi, on a des excipients, mais qui pourraient être intéressants. Alors maintenant, comment qu'on puisse classer donc ces différentes formes galéniques par rapport à l'absorption, puisque c'est ça qui nous intéresse en réalité en pratique, c'est qu'on a donc en premier lieu, et là pour résumer le tout, on a la forme en poudre, ou tout simplement la forme qui contient de l'acide L-ascorbique pur, qui est la forme la moins intéressante en termes d'absorption. Alors pourquoi?
On pense en général que bon, c'est l'acide L-ascorbique pur, etc. C'est bien, c'est beaucoup mieux que les autres formes, etc. Mais c'est faux, ça. La forme acide L-ascorbique, elle a une très mauvaise absorption dans le sens où l'absorption de la vitamine C se fait, comme j'ai dit, par deux canaux. Et ces deux canaux-là, l'un de ces deux canaux, donc les deux transporteurs qui font passer la vitamine C réduite, sont sodium dépendants. Donc, ces transporteurs sodium dépendants vont fonctionner jusqu'à un certain niveau, 90, 100, 120 mg, donc ce qui est classiquement retrouvé dans des aliments qu'on mange normalement dans des repas, etc. Mais si on commence à dépasser donc, cette quantité-là, eh ben, on va avoir un manque de sodium et les transporteurs ne vont pas fonctionner. Et on va avoir une accumulation de la vitamine C, donc de l'ascorbate. Donc, je dis bien de l'ascorbate, donc la poudre, elle contient bien la forme réduite. Donc, cette ascorbate va s'accumuler dans l'intestin puisque c'est un acide carboxylique. Donc, ça va s'accumuler, ça va augmenter l'acidité, ça va diminuer le pH et ça va provoquer une accélération du transit, en gros de la chiasse. C'est pour ça que quand on prend une certaine quantité, même une petite quantité chez certaines personnes, une toute petite quantité de poudre d'acide L-ascorbique, on va directement aux toilettes après 15-20 minutes. C'est la preuve que ça ne fonctionne pas. Alors, il y a toujours une petite quantité qui passe, la barrière intestinale, c'est tout à fait normal, mais bon, c'est la forme la moins absorbée. Maintenant, ça, c'est par rapport à tout ce qui concerne donc la forme acide L-ascorbique pure. Maintenant, ce qui concerne donc la forme qui est un peu plus intéressante, mais qui est quand même qu'on ne peut pas classer parmi les bonnes ou les meilleures formes de vitamine C, en termes de galénique, c'est la forme effervescente. Alors, la forme effervescente, elle a un avantage par rapport à l'acide L-ascorbique, c'est qu'elle contient du sodium. Ça contient du sodium dans les excipients. Lorsque vous lisez sur la vitamine C effervescente, vous allez trouver 2 à 3 excipients qui contiennent du sodium. Okay, c'est ce qu'on appelle classiquement, pour résumer, de l'ascorbate de sodium. Sodium ascorbate. Donc ça, c'est une forme. Je ne dis pas que ça a été pensé dans ce sens pour faire absorber plus d'acide L-ascorbique au niveau de l'intestin, mais en tout cas, les excipients qui se retrouvent dans la forme effervescente vont aider beaucoup à l'absorption de la quantité de vitamine C qu'on a dans ce type de produit. Et donc ça, c'est extrêmement important à signaler. Alors, il y a aussi une autre notion, une fausse notion, qui est assez répandue aussi, c'est que on dit que dans la forme effervescente, on a les bicarbonates de sodium, ce qui est vrai. On a les bicarbonates de sodium associés à l'ascorbate. Donc, c'est ce qui permet de donner l'effervescence. Et donc, les bicarbonates de sodium sont une molécule ou des molécules basiques, donc qui vont tamponner l'acidité de la vitamine C. Et donc, ça ne s'absorbe pas bien, etc., etc. C'est complètement faux. Ça n'existe pas. Les 4 transporteurs de la vitamine C, comme j'ai déjà expliqué, on a 2 voies avec 2 transporteurs chacune. Donc, les 4 transporteurs ne sont absolument pas dépendants du pH. Leur fonctionnement n'a rien à voir avec le pH. Donc, bicarbonate de sodium ou pas, ça change absolument rien. L'acide ascorbique passe quand même. Ça passe dans le cas où on a assez de sodium dans un cas, et dans l'autre cas, ça passe sans aucun problème. Bien entendu, on va parler, je pense, de la limite d'absorption qui est de façon standard est fixée à 500 mg par prise.
Donc, si on dépasse, on commence à avoir une diminution du taux d'absorption, de la vitesse d'absorption. Et puis donc ça, c'est en ce qui concerne la forme effervescente. C'est une mauvaise forme, mais c'est une forme qui est meilleure, intrinsèquement meilleure que la forme pure, acide L-ascorbique pur. Alors, on a aussi l'autre forme liposomale qui est aussi très intéressante. Et donc là, la liposomale, on peut la classer parmi les bonnes formes. Ce n'est pas la meilleure, mais c'est une très bonne forme aussi de galénique, de vitamine C. Il y a aussi également ici une fausse idée qui circule, selon laquelle on retrouve, et ça on ne retrouve jamais dans des études, on retrouve juste dans des articles de blog ou des personnes qui parlent en vidéo, on dit que la forme liposomale est supérieure même à la forme injectable, puisque les liposomes vont passer par la barrière intestinale, ils passent dans le sang, ils passent ensuite dans la cellule et ils déversent leur contenu dans la cellule, et donc ça permet de protéger la vitamine C, etc. Ça, c'est du pipeau, c'est complètement faux. Et il y en a même qui disent que la forme liposomale est mieux absorbée, et en termes de délivrabilité, c'est-à-dire de bioactivité et de biodisponibilité, elle est 6 à 7 fois meilleure que même la forme injectable. Donc ça, c'est complètement aberrant et complètement faux. On a des études qui comparent la forme acide L-ascorbique pur, la forme liposomale et la forme injectable. Et donc, on s'est rendu compte que la liposomale est supérieure à 30-40% en termes d'absorption par rapport à l'acide L-ascorbique, uniquement, c'est tout. Et donc, il n'y a aucune comparaison à faire entre la forme liposomale et la forme injectable. C'est complètement aberrant, puisque les liposomes, c'est pas, les liposomes, ils ne vont pas passer la barrière intestinale et aller dans le sang et rentrer dans la cellule. Le liposome, dès qu'il arrive au niveau de la partie extérieure de la barrière intestinale, au niveau de la lumière intestinale, il va se fixer sur la barrière intestinale, puisque les liposomes sont des phospholipides, tout comme donc les phospholipides de la membrane des entérocytes, donc de la barrière intestinale. Donc, ils vont se fondre dans cette membrane-là, et comme s'il devenait ou il faisait partie de cette membrane des entérocytes, et donc ils vont déverser la vitamine C à l'intérieur des entérocytes. Et à ce moment-là, à ce moment même, c'est fini, il n'y a plus de liposome. Donc le liposome est fini déjà dans la partie extérieure de la membrane des entérocytes. Donc ensuite, ça c'est aussi une bonne forme, donc la liposomale. Et puis on a aussi la forme extraite, ou qui est extraite de certains aliments, certains baies, certains extraits alimentaires naturels, comme par exemple, entre autres, l'acérola, donc qui est une très bonne forme. Et là, on a la meilleure forme de vitamine C, puisqu'on a la vitamine C et on a aussi les polyphénols synergiques qui vont avec. Et donc, les aliments sont bien faits, la nature est bien faite. On a les différents ingrédients, les différents micronutriments ensemble. Ils ne sont pas là ensemble juste pour rien. Donc, les polyphénols, par exemple de l'acérola plus la vitamine C, ça fonctionne bien, ça augmente l'absorption et ça potentialise, métaboliquement parlant, l'effet de la vitamine C. Et même la vitamine C, elle potentialise l'effet de ces polyphénols-là. La seule problématique ou le seul bémol qu'on pourrait poser par rapport à ces produits naturels qui sont riches en vitamine C, c'est qu'ils contiennent peu de vitamine C par rapport aux autres produits. C'est-à-dire avec la liposomale, par exemple, on peut atteindre jusqu'à 5 grammes ou plus, si on veut. L'effervescente, par exemple, on peut avoir 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. L'acide L-ascorbique qui ne s'absorbe pas du tout, on peut toujours prendre un pot, je sais pas, mais en bonne quantité.
Par contre, l'acérola, par exemple, ou d'autres formes extraites extraits naturels de vitamine C, cela, ça contient assez peu de vitamine C. Mais c'est compensé par le fait qu'il y a une synergie avec les autres polyphénols. Donc, la vitamine C, si on trouve 100 mg, par exemple, sur un comprimé d'acérola, par exemple, c'est l'équivalent peut-être d'un gramme d'effervescente, par exemple. Mhm. Okay, donc, ça, c'est par rapport au classement. Donc, si on veut résumer, on a les formes injectables et la meilleure, c'est la forme réduite injectable, donc ascorbate. Les formes ensuite orales, on a les extraits naturels, notamment acérola, la forme liposomale, la forme effervescente et toutes les autres formes à base d'acide L-ascorbique. Donc, il y a aussi une petite solution par rapport à l'acide L-ascorbique. Si vous avez acheté un pot d'1 kilo ou 2 kilos et que vous avez utilisé une ou deux fois et que vous avez mis au fond de la cuisine ou au fond de la douche ou des toilettes parce que ça ne servait plus à rien, parce que vous avez consommé une ou deux fois et vous avez eu de la diarrhée directement, là, vous avez une petite astuce. Vous prenez la quantité que vous voulez, mais n'exagérez pas. Prenez maximum une demi-cuillère à café donc de l'acide ascorbique et une toute petite pincée de sel avec. Okay, et vous prenez. Voilà. Vous mettez dans de l'eau et vous prenez directement. Et donc là, ça va améliorer l'absorption et vous allez remarquer que les symptômes que vous avez eus avant, que ça a diminué ou que ça a disparu. Okay, et comme ça, vous aurez assez de vitamine C. Mais le mieux, c'est de prendre des formes qui sont quand même bien bioactives, comme la liposomale ou l'acérola, tout simplement. Alors, merci pour cette astuce qui évitera à certaines personnes de jeter leurs 500 grammes ou leurs 200 milligrammes de vitamine C L-ascorbique, d'acide L-ascorbique. Alors, moi, j'ai juste une petite précision aussi. C'est vrai que euh, c'est vraiment important de lire les étiquettes parce que, par exemple, quand on parle de l'acérola, on sait que l'acérola, derrière ça, il y a un coût marketing qui est énorme et qu'on voit de l'acérola dans tous les rayons, même dans les supermarchés. Et c'est vrai que la fois dernière, je suis tombé sur un pot que les gens reconnaîtront, hein. C'est un grand pot blanc avec une bande rouge autour et où on parle de l'acérola. D'ailleurs, son nom, c'est simple, c'est acérola 500, donc pour 500 mg. Et je m'aperçois en lisant l'étiquette que le premier ingrédient, c'est du fructose et le deuxième ou troisième ingrédient, ça doit être extrait d'acérola 0,5%. Vous entendez bien, 0,5%. Le reste, c'est de l'acide L-ascorbique. Donc voilà, c'est un peu clairement on se fout de la gueule du monde de nous faire payer le prix de l'acérola alors que c'est totalement autre chose. Donc voilà, lisez les étiquettes, c'est vraiment important. On sait qu'il y a des laboratoires très sérieux qui font de l'acérola, qui en ont par exemple avec 98% d'acérola. Donc là, la donne est totalement différente quand on sait de fait le taux d'absorption aussi et la différence d'absorption de l'acérola et de l'acide L-ascorbique. Ben voilà, Amine, merci. Nous vous donnons rendez-vous donc lundi prochain à 18h sur la page Nutrition et Sciences, comme chaque lundi. Cette fois-ci, nous parlerons des excipients dans les compléments alimentaires. Alors, je vous souhaite à tous une excellente semaine, une bonne soirée. Amine, encore un grand merci. À bientôt. Merci à toi, Cédric. À très bientôt.